avez fait les choix d'Ecofin Télévision en matière des médias. Nous vous disons merci et nous vous saluons dès partout où vous nous suivez. Ici, on se retrouve pour un autre numéro de votre magazine Les Diagnostics. Comme vous le savez, c'est un magazine qui diagnostique, qui étudie les défaillances, les systèmes, les institutions, mais aussi faire sortir les pistes de solutions. Comme vous le savez, chaque fois, l'émission est toujours co-présentée. Je l'ai fait d'habitude et chaque fois avec mon ami Igor Biwaka à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Fulgence et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout le monde. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Merci. Ensemble avec Igor Biwaka, nous allons diagnostiquer les systèmes fiscaux congolais et pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui monsieur Léonard Ndombi à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur. Bonjour monsieur. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli. Prenez place. Merci beaucoup. Les diagnostics, c'est avec monsieur Léonard Ndombi qui est chef des travaux, doctorant en fiscalité à l'Université pédagogique nationale et puis enseignant des écoles. Monsieur, encore une fois, bonjour et bienvenue chez nous. Merci beaucoup monsieur pour m'avoir accordé la parole. On va parler de la fiscalité. C'est ça. Nous sommes ensemble avec Igor Biwaka. Avec vous, nous allons parler et d'abord du vif du système fiscal congolais. On va également parler des impôts et puis taxes. On va parler de la fraude fiscale, les droits fiscaux congolais, les faiblesses du système fiscal congolais, mais également la fiscalité dans le secteur informel. Pourquoi pas citer par ce qui pourra peut-être être le rendement de ce qui pourra améliorer les recettes de la République démocratique du Congo. D'entrée des jets, qu'est-ce que tout le monde peut retenir, peut savoir sur la fiscalité? C'est quoi la fiscalité et puis c'est quoi son importance? Merci monsieur pour la parole. La fiscalité, c'est l'ensemble des lois qui s'imposent au paiement des impôts et taxes. Donc quand on parle des impôts et taxes, on voit la fiscalité. L'impôt est un prélèvement pécuniaire perçu par la voie de l'autorité auprès des personnes physiques et morales sans contrepartie visible en vue de la couverture des charges publiques. Mais la taxe, c'est un prélèvement pécuniaire opéré par l'État auprès des individus en contrepartie d'un service rendu. L'union de la fiscalité et la taxe des impôts et la taxe forment la fiscalité. Alors, vous avez bien défini ici la fiscalité. Vous nous avez également fait comprendre que l'on ne peut pas parler de la fiscalité sans pour autant avoir un aperçu global sur l'impôt et même la taxe. Alors, une question s'ajoute, qu'en est-il de la redevance? Puisqu'il y a impôt, il y a taxe, mais également il y a redevance. Quelle démarcation peut-on faire entre, une démarcation, je dirais, pratique entre impôt, taxe et redevance? Redevance fait partie des éléments des impôts mobiliers. Parce que dans les impôts, nous avons les impôts directs et les impôts indirects. Les impôts directs, nous retrouvons les impôts réels et les impôts cédulaires. Les impôts réels, ce sont des impôts qui touchent les biens. Mais les impôts cédulaires, ça touche les revenus. Parmi les impôts sur les revenus, nous avons l'impôt mobilier, l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt professionnel sur les bénéfices, l'impôt professionnel sur la rémunération. Maintenant, au niveau de l'impôt mobilier a 4 matières imposables. Il y a les dividendes, la redevance, l'intérêt et les tantièmes. La redevance est un droit payé lors de création d'une œuvre scientifique, lors du paiement d'un droit d'auteur, ce qu'on appelle redevance. Vous avez parlé ici des impôts, directement, on a pu comprendre, on a pu avoir un aperçu panoramique des impôts. Alors, j'aimerais bien savoir, puisque nous parlons des impôts, il y a le décret loi le décret loi 089 du 10 juillet 1988, je crois c'est 1998 voulais-je dire, portant fixation de la nouvelle nomenclature des taxes autorisées aux entités territoriales décentralisées. Ce décret, bien évidemment, autorise, n'est-ce pas, ou encore reconnaît un certain nombre d'impôts, entre autres ce que vous venez de citer ici, l'impôt sur le revenu locatif, l'impôt. On peut également ajouter l'impôt sur les véhicules, etc. Et l'impôt foncier. Et l'impôt foncier. Alors, ce sont des impôts qui appartiennent exclusivement, n'est-ce pas, aux entités territoriales décentralisées. Ce sont des impôts de province. Voilà, aux ETD, comme vous venez de le souligner ici. Alors, on aimerait savoir, selon vous, puisque vous êtes fiscaliste, quelle lecture faites-vous de la mise en application de ces décrets de loi ici en RDC? Mais moi, je pense qu'à mon niveau, cette loi, c'est bon. Mais on devrait laisser d'autres impôts au niveau du pouvoir central, comme l'IREL. L'impôt sur les revenus locatifs. C'est un impôt qui n'est pas bien contrôlé, maîtrisé, qui ne donne pas de résultats escomptés. Parce que si on laissait ça au niveau de la DGI, c'est la DGI qui a le monopole
de percevoir qu'il y a l'administration fiscale mère en République démocratique du Congo. C'est la DGI qui a quand même la compétence de bien recouvrer cet impôt. Jusqu'à présent, il y en a qui ne paient pas cet impôt, l'impôt sur les revenus locatifs, parce que le contrôle est inefficace. Cet impôt, on devait le laisser au niveau du pouvoir central, parce que c'est la DGI qui devait gérer ça, à mon avis. Parce que jusqu'à présent, cet impôt n'est pas bien géré. Donc, si on comprend bien, vous contestez le fait que l'on ait attribué aux entités territoriales décentralisées, n'est-ce pas, le monopole des perceptions de cet impôt. De cet impôt, parce que c'est un impôt, il y en a même qui ne savent pas le bien fondé de cet impôt, il y en a même qui n'ont pas l'idée sur cet impôt, qui n'ont pas le civisme fiscal sur cet impôt. Donc c'est un impôt qu'on devait laisser d'abord à la DGI. La rétrocession de la DG vers les provinces a été faite par précipitation. Alors, vous avez également évoqué un aspect important, si vous avez parlé du civisme fiscal. Beaucoup de personnes, vous l'avez souligné, en fait, on n'en disconvient pas, beaucoup de personnes, beaucoup des Congolais ont du mal, n'est-ce pas, à déclarer ou encore à se faire déclarer ou encore aller, n'est-ce pas, auprès des régies habilitées pour se faire déclarer concernant l'impôt sur les revenus locatifs. Alors, vous avez suggéré ici, il faudrait que nous puissions ramener cet impôt-là à l'administration centrale. Est-ce l'unique solution ? Et puis inculquer aussi le civisme fiscal et renforcer les contrôles. Il faut qu'il y ait des séminaires de sensibilisation. À mon avis, ça c'est l'engagement que moi, les cours de fiscalité devaient être donnés à partir de l'école secondaire dans toutes les options. Et même malheureusement, on donne ça seulement au niveau de l'option commerciale et gestion. Mais c'est un cours qui devait être enseigné presque dans toutes les options pour inculquer aux Congolais la notion de civisme fiscal. Puisque quand on peut contrôler, c'est bien. Mais le civisme fiscal fait partie des mesures préventives. Parce que dans la fiscalité, pour qu'il y ait un bon rendement, il faut qu'on puisse renforcer les mesures préventives et les mesures répressives. Parmi les mesures préventives, nous avons le contrôle, nous avons le paiement régulier des salaires, la motivation, y compris le civisme fiscal. Je pense que c'est ça. Mais il y a des campagnes qui se font, bien évidemment. Il y a des campagnes qui se font pour, n'est-ce pas, inculquer le civisme fiscal à la population. On a vu, il y avait dernièrement, on avait vu quand même dans la télévision, il y avait des publicités, etc., qui se faisaient en tout cas pour ce civisme fiscal, mais cela n'a abouti à rien. Non, ça se fait d'une manière superficielle. D'une manière superficielle. Alors, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour que cela soit Il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation dans des quartiers. À l'école secondaire, les cours de civisme fiscal, on devait inculquer la notion de la fiscalité aux Congolais dès le bas âge. C'est au niveau de l'université. Ça ne se passe d'une manière superficielle. On devait expliquer à la population, aux élèves, le bien fondé de l'impôt. Et cette physique doit être appuyée avec une bonne motivation des gens censés inculquer le civisme fiscal. D'accord, merci monsieur. Tout en parlant des impôts et puis taxes, j'aimerais savoir qui doit payer l'impôt et qui doit payer la taxe et comment les faire. Tout le monde est censé payer l'impôt parce que la fiscalité intervient 4 fois au niveau des entreprises. Pendant la création, pendant le fonctionnement, pendant la transformation et pendant la dissolution. Pendant la création, on paye ce qu'on appelle la taxe administrative. Avant de créer une société, il faut payer des sommes qu'on appelle les droits d'ouverture. Ça, c'est au moment de la création. Pendant le fonctionnement, on paye 2 impôts majeurs. Premier impôt, c'est la TVA. Deuxième impôt, c'est l'IBP, l'impôt sur les bénéfices et profits, ou l'impôt de l'entreprise, ou l'impôt des grandes et moyennes entités commerciales, selon l'OADA. En France, en Belgique, on appelle ça l'impôt des sociétés. Et l'impôt mobilier. Ça sont des impôts lors du fonctionnement de l'entreprise. Mais l'impôt majeur, c'est l'IBP. Mais d'abord, avant de payer l'IBP, il faut payer la TVA. Pourquoi la TVA? Parce que l'entreprise doit effectuer les opérations d'achat et de vente. Et ces mouvements d'opération d'achat et de vente sont soumis à payer la TVA. Mais les mouvements d'opération d'achat et de vente vont dégager les bénéfices et ces bénéfices sont soumis à l'IBP. C'est grâce à l'IBP qui est l'impôt sur les bénéfices qu'on peut payer les loyers. Grâce à l'IBP qu'on peut payer l'actionnaire. C'est grâce à l'IBP qu'on peut payer l'IPER avec les travailleurs. Maintenant, dès qu'on paye l'IBP, ça c'est au niveau des personnes morales. Au niveau des personnes physiques, la fiscalité aussi intervient auprès des personnes physiques lors de l'imposition de leurs revenus. Un bailleur qui met des maisons en location, il va payer l'impôt sur les revenus locatifs. Une personne qui travaille, quand il a son salaire, il va payer l'IPER. Un actionnaire qui contribue lors des créations de sociétés, il va payer un impôt qu'on appelle le dividende. D'accord, merci beaucoup. Bon, on revient un peu en arrière pour parler du système fiscal congolais. On dit que le système fiscal congolais est déclaratif. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un système déclaratif parce que la personne est libre de choisir n'importe quand, de déclarer l'impôt n'importe quand. Et c'est un mauvais système
le système déclaratif. Donc on donne la liberté à la personne qui doit payer l'impôt de déclarer le montant qu'il veut. Maintenant, si la personne déclare le montant, il va déclarer le vrai montant, c'est difficile. Or, ce système a été abandonné en France depuis 1917. La Belgique a abandonné ça depuis 1962. Et pourtant, nous suivons la législation congolaise, la législation française, pardon. Mais ça m'étonne pourquoi les Congolais perdent toujours avec ce système. Mais c'est un système qui mérite des encadrements et des contrôles efficaces. Donc, si on comprend bien, le fait que le système congolais soit déclaratif pour vous, vous suggérez, vous dites tout haut que c'est un mauvais système. C'est un mauvais système. Vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que l'on doit réformer le système mais on va réformer ce système congolais. Oui. Mais quand vous dites que c'est un mauvais système, quelles sont alors les contraintes de sa mauvaiseté, si on peut le dire ainsi? Les contraintes, c'est ce système qui est à la base de la fraude fiscale. Voilà, la fraude fiscale. La fraude fiscale. Déjà, on va arriver sur la fraude fiscale. Mais à part ça, y a-t-il d'autres... Il y a aussi, au Congo, ce n'est pas seulement le système déclaratif, il y a aussi le système cédulaire. Exactement. Il y a aussi le système territorial et le système autoliquidatif. Oui. Maintenant, dans le système cédulaire, c'est un système où les impôts se payent par catégorie. L'entreprise qui dégage les bénéfices va payer l'impôt sur les bénéfices. La même entreprise qui a des salariés va payer l'impôt professionnel sur la rémunération. La même entreprise qui a des actionnaires va payer l'impôt mobilier. Or, trop d'impôts fait quoi? Ça tire l'impôt. C'est ce qui est à la base de la fraude fiscale. Or, les pays comme la France, ils ont un système qu'on appelle le système d'imposition globale. On va fusionner les revenus du contribuable pour l'imposer une seule fois. Cela peut-être on peut réduire la fraude fiscale. Je sais que la fraude existe toujours. Aucun pays du monde ne peut enrayer la fraude, mais on cherche à la réduire. Alors, puisque nous parlons de la fraude fiscale, monsieur le chef des travaux, est-ce qu'il y a une démarcation entre fraude fiscale, que vous venez tantôt de souligner, avec l'incivisme fiscal? Non, moi je pense que... À établir entre les deux termes. Moi je pense qu'on peut confondre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. L'incivisme fiscal, c'est le fait de pousser les gens... L'incivisme fiscal. L'incivisme fiscal, c'est ne pas avoir la volonté de payer l'impôt. La personne ignore le paiement de l'impôt. Quand est-ce que l'on parle de la fraude fiscale? La fraude fiscale, lorsqu'il y a une fausse déclaration, lorsqu'il y a une comptabilité déclarée comme comptabilité irrégulière, c'est la fraude. Au lieu de déclarer 1000, lors de la déclaration, la personne déclare 600. C'est ça la fraude fiscale. Et puis, au Congo, il n'y a pas même une définition pour la fraude fiscale. On se réfère à la définition de Mel et Beltram. Selon Mel et Beltram, la fraude fiscale, c'est une infraction à la loi fiscale dans le but d'échapper à l'impôt ou de réduire la base imposable. Maintenant, le problème du Congo, c'est quoi? Les gens n'ont pas la maîtrise de la base imposable. La base imposable, puisque dans l'impôt, nous avons 4 étapes. Il y en a qui confondent les étapes de l'impôt, les sortes de l'impôt et la classification des impôts. Quant à la classification, nous en avons plusieurs classifications, mais l'administration fiscale congolaise avait synthétisé ça en nombre de 6. Quant aux sortes des impôts, nous en avons 2, les impôts directs et les impôts indirects. Quant aux étapes de l'impôt, nous en avons 4. Il y a les champs d'application, les faits générateurs, l'assiette, la déclaration et la comptabilisation. Mais la base imposable se situe au niveau de l'assiette. Puisque dans l'assiette, nous avons la base imposable, les taux et l'impôt. Quand nous prenons la base l'impôt, nous avons base imposable fois taux. Mais la base imposable est difficile à maîtriser. Parce que la base imposable, souvent qu'on est en train de maîtriser, c'est la base imposable provenant de l'assiette. Mais il y a une autre base imposable qui est cachée, et cette base imposable, le fait que cette base imposable n'est pas révélée, ça bloque l'élargissement des recettes fiscales au trésor public. D'accord, merci monsieur. Comme vous avez dit, le système est déclaratif, comme nous l'avons tantôt dit d'ailleurs, c'est-à-dire la personne déclare quand elle veut. Alors, que doit faire l'État ou bien que fait l'État pour que cette déclaration soit une déclaration vraie? Parce que vous l'avez dit, que la personne peut déclarer ce qui est une fausseté. Alors l'État ne prend pas le temps de contrôler ou bien de faire un suivi pour contrôler ce que la déclaration faite par le déclarant. En fait, l'État devait renforcer le contrôle fiscal. Comment il doit renforcer le contrôle fiscal? Parce que dans le contrôle fiscal, nous avons 5 étapes. Première étape, c'est l'exercice du droit de vérification. Deuxième étape, c'est l'exercice du droit de communication. Troisième étape, c'est l'exercice du droit d'enquête. Quatrième étape, c'est l'exercice du droit de visite. Cinquième étape, c'est l'exercice du droit de saisie. Mais revenons à la première étape qui est l'exercice du droit de vérification. On a prévu ça, mais on n'applique pas ça comme il se doit. Parce que dans les droits de vérification, nous avons 2 étapes.
il y a la vérification proprement dite et la taxation d'office. Au niveau de vérification proprement dite, nous avons 6 étapes. Première étape, c'est la vérification ponctuelle. Deuxième étape, c'est la vérification générale. Troisième étape, c'est la vérification sur pièce. Quatrième étape, c'est la vérification sur place. Cinquième étape, c'est la vérification inopinée et la vérification avec avis préalable. C'est ça la seule façon de contrôler les assujettis ou les redevables qui doivent payer l'impôt. Au niveau de vérification ponctuelle, comme nous avons 2 sortes des impôts, les impôts directs et les impôts indirects, au niveau des impôts directs, il y a les impôts réels et les impôts cédulaires. Quand on parle des vérifications ponctuelles, on va vérifier impôt par impôt sur toute l'étendue du territoire national avec une durée inférieure égale à 1 an, 1 année. C'est ça la vérification ponctuelle. Or, au niveau des impôts directs, parmi les impôts réels, nous avons l'impôt foncier, l'impôt sur les véhicules et l'impôt sur la superficie des concessions minières. Au niveau des impôts cédulaires, nous avons l'impôt sur les bénéfices et profits, l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt mobilier, l'impôt professionnel sur les résultats des profits des professions libérales et l'impôt mobilier. Au niveau des impôts indirects, nous avons les droits de douane, les droits d'accise et la TVA. Si maintenant l'État congolais dispose toute une équipe pour vérifier impôt par impôt sur toute l'étendue du territoire national, là, on va quand même réduire la fraude. Donc c'est ça ce qu'on appelle le vérification. Vous affirmez que le régime financier n'effectue pas les contrôles? Il effectue les contrôles, mais c'est superficiel. Il faut qu'on puisse renforcer la vérification ponctuelle et la vérification générale, c'est-à-dire engager les vrais fiscalistes avec leurs équipes. Et ce système doit être appuyé avec le système numérique. Mais je crois bien que dans des régimes financiers, il y a quand même des vrais fiscalistes qui travaillent là-bas. Non, il y a des vrais fiscalistes, oui, mais ils devraient renforcer. Ils travaillent alors de manière superficielle. Non, c'est une faille que vous avez détecté concrètement. Non, j'ai détecté ça parce que je vois, il y a toutes les gens, il n'y a pas beaucoup d'assujettis qui paient même ni la TVA ni l'IBP. Le contrôle est inefficace. On devait renforcer les contrôles avec l'exercice du droit de vérification pour vérifier impôt par impôt. Ça, c'est la vérification ponctuelle. On va appuyer la vérification ponctuelle avec la vérification générale qui concerne tous les impôts, directs et indirects. Donc vous encouragez plus la vérification ponctuelle. Ponctuelle, oui. Mais qu'en est-il du contrôle? Puisque vous avez évoqué ça, vous avez parlé du contrôle sur pièce et du contrôle sur place. Alors on aimerait savoir qui effectue le contrôle sur place. Le contrôle sur pièce d'abord. Sur place, ça se fait au niveau de l'entreprise. Okay. D'abord, c'est le contrôle sur pièce au niveau de l'administration fiscale. Mais avant d'aller au contrôle, il y a d'abord... pour le contrôle, c'est la confrontation de la comptabilité de l'entreprise avec l'administration fiscale. Ce que vous allez déclarer, on va confronter ça avec ce qu'on va trouver sur le terrain. C'est les résultats trouvés, c'est ça les contrôles. Les contrôles nous dégagent ce qu'on appelle les redressements. La personne qui a déclaré 1000, en réalité, devrait déclarer 1500. Les 500 là, c'est ça les redressements qu'on doit détecter à partir du contrôle. Les contrôles sur pièce au niveau de l'administration fiscale, les contrôles sur place au niveau de l'entreprise. Quand on va confronter, on va dégager les redressements. Alors, on aimerait bien faire un bémol, un tout petit peu revenir sur ce qu'on avait évoqué avec vous. Vous avez suggéré ici qu'on devrait en fait enlever la compétence de certains impôts qu'on avait attribués aux entités territoriales décentralisées. Mais pourtant, l'objectif pour lequel, n'est-ce pas, ce décret-loi a été promulgué en 1998, si ma mémoire est encore bonne, je crois bien que c'était le 10 juillet. L'objectif pour lequel ces décrets-loi a été promulgués, c'était de faire quoi? C'était au fait de faire en sorte que nos provinces, n'est-ce pas, aient une autonomie de gestion financière. Autonomie de gestion financière. Oui. Mais quand vous suggérez que nous puissions, n'est-ce pas, enlever ces impôts-là et l'attribuer à l'administration centrale, qu'est-ce que vous suggérez? Ou qu'est-ce qui peut remplacer ces impôts? Non, moi si j'essayais, parce que nous avons les soucis, le chef de l'État est en train de marteler sur la maximisation des recettes. Certainement, alors au niveau provincial. Oui, au niveau provincial, parce que si on peut toujours être, excusez-moi, on ne peut pas toujours être dépendant de l'administration centrale. C'est pour cette raison qu'on parle de la décentralisation même fiscale. Mais il y a aussi d'autres impôts, l'impôt sur les véhicules et l'impôt foncier. L'impôt sur les véhicules est bien géré au niveau des provinces. Moi, je prends l'accent sur l'impôt, sur les revenus locatifs. Puisque la plupart, quand je dans la rue, dans la cité, il y en a qui ne savent pas comment on paye ça où, qui n'ont même pas la notion de civisme fiscal. C'est pour ça donner l'initiative de retourner ça au niveau du pouvoir central, à mon avis, parce que la DG quand même a des rigueurs en matière de cet impôt. Je pense que... S'il vous plaît, monsieur, en matière de déclaration,
Qu'est-ce qui arrive à la personne qui a déclaré une fausseté par rapport pour payer moins l'impôt? Comme vous l'avez dit tantôt, une personne qui déclare 1000 au lieu de 1500. Qu'est-ce que la loi prévoit pour ça? On appelle ça pénalité d'assiette. Lorsqu'il y a une fausse déclaration, il y aura une pénalité d'assiette. La personne qui vient, au lieu de déclarer 1500, lui il déclare 1000. Quand on va contrôler, on trouve que la personne devrait payer 1000, déclarer 1500. Là, il y aura une pénalité d'assiette. Les montants à la base imposable, c'est les montants élidés, les montants fraudés. Il faut comprendre. Maintenant, au lieu de payer l'impôt, les 25, comme c'était convenu, l'échéance légale, la personne paye l'impôt les 30. Les retards dans les paiements, il y a aussi une pénalité qu'on appelle pénalité de recouvrement. Le montant est de 4% sur le même montant. Il y a aussi amende administrative lorsqu'il y a une fausse comptabilité. Une comptabilité considérée comme comptabilité irrégulière. Là, le taux est de 25%, je pense. Ah, d'accord, merci. Parlant des pourcentages, est-ce qu'en payant l'impôt ou bien encore en matière de taxes, c'est classifié à un tel pourcentage pour une déclaration, ou bien on regarde par exemple les impôts sur les revenus locatifs, on regarde quelqu'un qui a des immeubles ou bien des maisons basses qui n'ont même pas la même capacité d'accueil des personnes. Est-ce qu'il y a les prix, les montants à payer et scindés ou bien c'est calculé sur base de quelque chose? Non, l'impôt sur les revenus locatifs, les paiements s'effectuent selon les rangs. Comme les localités, comme à Kinshasa, nous avons 4 localités. Localité de premier rang, deuxième rang, troisième rang et quatrième rang. Comme à Kinshasa, premier rang, c'est, on voit la commune de la Gombe. Okay. Ma campagne, mais il y a des communes qui sont dans le quatrième rang, qui sont taxées au même moment que c'est des premiers rangs, comme quartier Cité Verte. Cité Verte, c'est dans la commune de Selembao. Mais Selembao, c'est dans le quatrième rang. Mais le quartier Cité Verte est annexé au niveau du premier rang, selon les trains de vie souvent de la personne qui va payer l'impôt et les quartiers. Alors, nous parlons largement ici des systèmes fiscaux, les systèmes fiscaux congolais. Alors, on veut savoir, vous, en tant que fiscaliste que nous avons accueilli aujourd'hui, que nous avions ici, en tout cas, l'honneur d'accueillir sur ces beaux plateaux d'Ecofin Télévision, vous, en tant que fiscaliste congolais, quelle lecture panoramique faites-vous du système fiscal congolais? Bon, le système fiscal congolais, pour le moment, c'est un système... Quand même, la fiscalité contribue beaucoup dans l'exécution du budget de l'État. Mais on devait aussi améliorer le rendement du système fiscal congolais impôt par impôt. Par exemple, en matière de l'IPR. Pour contrôler l'IPR, nous avons combien de gens qui travaillent au Congo? Entreprise par entreprise. L'État congolais devait renforcer d'abord les contrôles et être en corrélation avec l'ONEM, l'Office national d'emploi. Parce que c'est l'ONEM qui a la capacité, qui connaît les statistiques réelles de tous les travailleurs en République démocratique du Congo. En dehors de l'ONEM, nous avons aussi le ministère des fonctions publiques. Et là, on connaît la statistique. C'est celle fois. Et appuyer tous ces remèdes avec les systèmes numériques. Parce que vous parlez ici de la manière dont on doit améliorer, mais on ne sait pas exactement quelle est cette manière-là qui peut, n'est-ce pas, nous permettre à améliorer notre système fiscal. Puisque je fais ici évocation des 4 faiblesses qui ont été révélées, je crois bien, en 2017 par le ministre des Finances de l'époque, M. Henri Moulang. Il avait parlé, entre autres, de la lourdeur et de la multiplicité des impôts. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez, voulais-je dire? Non, si je peux encore compléter. Hormis ça, parlant des faiblesses de la fiscalité congolaise, je peux citer, en dehors de ce que mon ami a dit, il y a encore, il a été constaté la fragmentation fiscale et la multiplicité des taxes. Il y a encore des réalités socio-économiques non adaptées au régime fiscal congolais. Quelle est votre réaction par rapport à cette approche? Oui, ils ont quand même raison, mais le problème est qu'au Congo, pour maximiser les recettes, l'État doit renforcer les mesures préventives et répressives. Quand on parle de mesures préventives, c'est la prévention. On voit les contrôles, la motivation régulière des agents, la collaboration aussi. La collaboration entre qui et qui? La collaboration entre la personne qui paie l'impôt et entre les redevables et les contribuables. C'est ça. Il faut qu'il y ait une bonne collaboration. Parce qu'il n'y a pas de collaboration, c'est difficile. Donc vous estimez qu'il n'y a pas de collaboration? Il n'y a pas du tout collaboration, oui. Il n'y a pas du tout collaboration. Comment vous expliquez? Non, c'est-à-dire, quand vous ne collaborez pas avec les subalternes, même au niveau de l'entreprise qui perçoit les impôts, les gens qui sont en train de recouvrer les impôts, vous devez bien collaborer, appuyer par une bonne motivation. Sinon, quand ils vont, vous allez les envoyer sur le terrain, ils ne peuvent pas vraiment contribuer. Là, vous parlez des contrôleurs qui descendent sur le terrain avec leur chef.
C'est vous devez bien collaborer pour leur payer comme il se doit, une enveloppe digne de son nom. Puisque sinon, ils auront tendance à frauder. Deuxièmement, il faut donc, que... ce sont les principaux agents qui sont à la base de la fraude fiscale. Oui, la fraude aussi parfois est sanctionnée par les gens qui devaient les combattre. Surtout au niveau des exonérations. C'est une grave révélation. Alors. Oui, surtout au niveau des exonérations. Si je ne suis pas bien payé et que la personne me paye 100 000, je dépose ça au niveau, à la caisse au niveau de la caisse de l'État. L'État me doit, est-ce que l'État doit me payer normalement? Là, à mon tour, comme j'ai 100 000, je vais essayer ça soustraire la base imposable pour ne déposer que 50 000 à la caisse. Je pense que c'est ça. Okay. Donc, il faut qu'il y ait une bonne collaboration. En plus aussi, il faut aussi que l'État renforce les mesures répressives. Puisqu'au Congo, on renforce que les mesures préventives. On ne renforce même pas. Les mesures préventives sont là, mais qui n'est pas fort. Mais le problème, c'est les mesures répressives. Quand on parle de mesures répressives, on voit les pénalités, les amendes et mettre les gens en prison. Mais pourtant, il y a des pénalités, il y a des amendes, n'est-ce pas, qui sont bien retracées. Il y a des pénalités, des amendes qui sont répressées, qui devaient être appuyées avec donc la mise en application qui manque, c'est ça? Oui, mise en application qui manque. Et puis, il faut aussi renforcer ça avec l'emprisonnement. Il faut mettre les gens en prison. Parce que les Congolais ont peur d'aller en prison. Déjà un pays avec plus de 100 millions d'habitants, il a été révélé que juste à peine 177 000 personnes contribuent à la fiscalité, c'est-à-dire en payant les impôts. Mais hormis ça, il y a aussi un secteur qui n'est peut-être pas contrôlé, c'est le secteur informel. Oui. Là-bas, nous avons plusieurs cas, les PME par exemple, l'urbanisation et autres. Comment faire pour fiscaliser les secteurs informels de la RDC? Pour fiscaliser le secteur informel de la RDC, d'abord, comme je le dis une fois de plus encore, les renforcements des contrôles et l'obtention d'un numéro impôt à tous les commerçants qui exercent leurs activités sur toute l'étendue du territoire national. Pourquoi le numéro impôt? Parce que le numéro impôt vise 3 objectifs. Le premier objectif, c'est identifier les contribuables. Deuxième objectif, c'est formaliser les contribuables. Troisième objectif, c'est fiscaliser les contribuables. C'est le numéro impôt qui peut réduire les gens qui sont dans l'informel. Alors, comment on obtient ces numéros d'impôt? Quelle est la procédure à suivre? C'est la DGI qui obtient ces numéros. Après, dès que vous commencez les activités, vous allez réclamer le numéro impôt après 15 jours. Donc, y a-t-il des sociétés en RD Congo ici qui exercent sans pour autant avoir le numéro d'impôt? Il peut parfois avoir le numéro impôt, mais qui n'est pas bien suivi. Ok, donc y a-t-il donc, j'ai dit le contrôle et le numéro impôt. Donc, il y a aussi une sanction qui est... Oui, il y a des sanctions pour des pénalités. Alors, si vous n'avez pas le numéro impôt, il y a des pénalités pour des personnes morales et des personnes physiques. Pour les personnes morales, c'est 1 million de francs congolais. Je ne sais pas si montant suit l'évolution de la monnaie. 1 million pour les personnes physiques, c'est 500 000 francs congolais, mais qui n'est pas praticable. On ne les pratique pas. Alors, on reste toujours dans la question du confrère ici. Il a posé la question de savoir comment faire pour fiscaliser au fait, le secteur les renforcements des numéros impôts et les contrôles. Et les contrôles. Alors maintenant, on aimerait bien savoir, est-ce que les systèmes fiscaux, c'est vrai, on a dit ici, je n'aimerais pas vous attribuer ces termes, mais de la manière dont vous avez découlé votre raisonnement, on pourrait peut-être comprendre que le système fiscal congolais est un tout petit peu défaillant. Oui. Donc, par conséquent, le système fiscal congolais n'accompagne-t-il pas donc les entreprises congolaises ici en RDC? Vous affirmez ça avec nous? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il faut aussi instaurer un système qu'on appelle, surtout au niveau d'imposition du revenu. On est dans le système d'imposition cédulaire. Il fallait instaurer le système d'imposition global, comme ça se fait en France et en Belgique. Mais nous sommes toujours dans le système d'imposition cédulaire. Trop d'impôts, dit l'impôt. La personne qui a une société qui dégage les bénéfices, il paie l'IBP. Les mêmes entreprises vont payer l'IPER pour les travailleurs. Les mêmes entreprises vont payer l'impôt mobilier pour les actionnaires. Les mêmes entreprises, s'il a des maisons en location, il va payer l'IREL. S'il y a aussi des véhicules, il va payer l'impôt sur les véhicules. C'est ça, trop d'impôts, dit l'impôt. Donc, en RD Congo, on peut avoir combien d'impôts ensemble? Non. Les grands impôts sont à deux, direct et indirect. Dans les impôts directs, nous avons les impôts réels et les impôts cédulaires. Dans les impôts réels, nous avons l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus, l'impôt foncier, l'impôt sur les véhicules et l'impôt sur la superficie des concessions minières. Du côté des impôts
cédulaire, nous avons l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt professionnel sur les bénéfices, l'impôt professionnel sur la rémunération, l'impôt mobilier, l'impôt professionnel sur les résultats des profits des professions libérales et l'impôt mobilier. Alors si on comprend bien, c'est le fait que, n'est-ce pas, en RD Congo, notre système fiscal soit truffé d'impôts et taxes, qu'à certains égards, certains entrepreneurs ont du mal à venir investir. Oui, ont du mal. On devait fusionner ça. Parce que le problème, ça se situe au niveau de l'enrichissement. Dès qu'une personne gagne quelque chose, l'enrichissement, vous devez payer, mais on devait fusionner ça et l'imposer une seule fois. Mais l'impôt, dans un pays, c'est toujours très important. Donc, pour vous, il faudrait fusionner les impôts. Fusionner les impôts comme un système d'imposition global et mixte, comme ça se passe en France et en Belgique, et appuyer ça par les paiements des systèmes numériques. Bon, dans tout ça, quelle procédure proposez-vous pour un pays comme la RDC, afin que la fiscalité soit quelque chose qui pourra certainement canaliser les recettes, ou bien que ça soit une obligation pour toutes les personnes avec un pays qui a plus de 100 millions d'habitants? Quelle procédure vous proposez pour le système fiscal congolais? Moi, je pense qu'il faut renforcer les contrôles. À part les contrôles, créer aussi, avoir aussi des initiatives, parce que notre système acquise des limites à 3 niveaux. Il y a les limites techniques, les limites psychologiques et les limites économiques. Les limites économiques, ça ne favorise pas le PIB. Les limites techniques, il n'y a pas de création aussi de nouveaux impôts dans les cadres des stratégies. Les limites psychologiques, il y a l'incivisme fiscal. Mais je me base souvent, je sais sur les limites techniques. Prenons par exemple, dans une commune comme commune de Mongafoul, on vient de détecter un tas d'immondices. Maintenant, on prend l'entreprise office des routes pour enlever ces immondices. Au lieu de déranger l'État, l'État va maintenant examiner dans les quartiers Mongafoul. Si l'office des routes demande par exemple 1 million de dollars, on dit que dans la commune de Mongafoul, nous avons combien de quartiers? Nous avons 30 quartiers par exemple. On divise 1 million fois 30. Et fait comprendre, les montants trouvés dans chaque quartier, puis peut-être 500 000 dollars. Sur les 500 000 dollars, dans ces quartiers, nous avons combien des avenues? Par exemple, 100 avenues. 500 000 divisé par 50, peut-être 25 000 dollars. Si c'est 250 dollars. Les 250, dans cette avenue, nous avons combien de parcelles? C'est ce qu'on appelle l'impôt de répartition, avec des initiatives pareilles. Et puis, par parcelle, nous avons combien de portes? Parfois, chaque porte, on paye que 500 francs. Et facilement, on résout les problèmes. Puisqu'avec la fiscalité, on peut rien, même la malaria, rendre les milieux propres. Puisque sans la fiscalité, l'État doit recourir aux emprunts. Or, les emprunts tardent à venir et alourdissent le poids de la dette publique. Il y a aussi les problèmes liés à la signature des conventions fiscales internationales, comme ça se passe en France et en Belgique. Nous n'avons que 5 conventions, 4 ou 5 conventions, et ailleurs, avec les conventions fiscales, on peut aussi susciter le tourisme. Merci beaucoup. Alors, quels sont, parce que vous avez parlé ici du problème des conventions, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Il faut ajouter quelles conventions? Parce que vous avez dit qu'on n'a que 4 conventions. Il a fallu qu'on... 4 ou 5 comme ça. 4 ou 5 conventions. Oui. Alors, quelles sont les autres conventions qui devraient être donc prioritaires, que nous n'avons pas ici en RDC? Non, il y a pas de convention avec les entreprises. Et puis, pour signer ces conventions, il y a... Les conventions se signent selon le modèle. Nous avons 2 modèles. Il y a le modèle ONI et le modèle OCDE. Le modèle ONI, c'est pour les pays pauvres. Le modèle OCDE, c'est pour les pays riches. Mais nous appartenons à cette communauté de l'OCDE. Oui, oui. Nous sommes là, mais nous n'avons pas tant de conventions parce que à la signature des conventions fiscales va susciter pas mal des investisseurs. Or, l'entrée des investisseurs, ça va permettre à l'État congolais de réduire les taux de chômage. Parce que dans les conventions fiscales, on va examiner les entreprises qui vont venir au Congo pour investir. Une convention que nous manquons, la convention fiscale. Nous n'avons jamais signé la convention fiscale. Nous avons des conventions fiscales internationales, mais qui est illimité. Donc le nombre de conventions est insuffisant. Donc, il faut augmenter le nombre de conventions pour faire parvenir tant des investisseurs au pays, parce que l'entrée des investisseurs va permettre à la RDC de réduire les taux de chômage. Quand on réduit les taux de chômage, et la RDC ne va pas seulement perdre, même si on réduit les taux de chômage, la RDC va bénéficier d'un impôt qu'on appelle l'IPER. Parce que les conventions signées se basent d'un impôt majeur qui est l'IBP, l'impôt sur les bénéfices et profits. Mais cela ne veut pas dire que les gens ne vont pas payer l'impôt, ils vont payer l'État va récupérer l'argent de l'IPER, l'impôt sur la rémunération. L'administration centrale perçoit déjà l'impôt l'IPER, si ma connaissance. Non, j'ai dit dans le cadre des conventions. Dans le cadre des conventions, l'IPER qu'on perçoit dans des entreprises régulières. Mais si on augmente les conventions, et ça va susciter aussi le nombre des entreprises.
Et cela va aussi augmenter l'hyper et d'autres impôts, et les impôts mobiliers, tout consort. Parce que les conventions, souvent, quand on signe ça, il y a des exonérations. Quand vous signez des conventions, l'opérateur économique doit choisir dans quel pays il doit payer ses impôts. S'il y a une convention avec la France, c'est à l'opérateur économique de choisir s'il paie en France, il ne paye pas au Congo. S'il paye au Congo, il ne paye pas en France. Cela ne veut pas dire que l'État va perdre, mais il va perdre du côté de l'IBP, mais il va récupérer d'autres, du côté des autres impôts, y compris la réduction du taux de chômage. Ok, on va certainement chuter par cette question, ou bien mon confrère pourra certainement compléter. Allant de toutes ces théories et hypothèses, comment peut-on améliorer les rendements des recettes fiscales en RDC? C'est le renforcement des mesures préventives et répressives. Rien que ça. Oui. Parce que dans les mesures préventives, il y a beaucoup à dire. Les contrôles, les paiements réguliers des salaires, la motivation des agents, la collaboration, les conventions. Au niveau des mesures répressives, il y a les pénalités, les amendes et mettre les gens en prison. La Direction générale des impôts vous dira qu'il fait tout ça. Il fait tout ça, mais d'une manière superficielle. Manière Je n'ai jamais vu mettre quelqu'un en prison à cause des impôts. Vous n'avez jamais vu? Oui, mettre quelqu'un en prison mais comme ça. Il se peut qu'il y ait des gens qui ont été, n'est-ce pas, séquestrés. C'est pas du tout parce que... C'est régi par la loi. Oui, c'est régi par la loi, mais on ne l'applique pas comme il se doit. Il faut mettre les gens en prison. Alors, d'après les dernières révélations, puisqu'on a toujours dit ici que, je prends les révélations, je crois, du professeur Luzolo Bombi, il avait dit à l'époque que la RD Congo perdait 15 milliards de dollars américains, oui. Qui partaient en vrille comme ça, sur base de la corruption et encore sur base de la fraude fiscale. Dernièrement, il y a un rapport de l'inspection générale des finances, je cite nommément, qui a révélé que le pays perdait, je crois bien que c'est un rapport qui date de 2019, le pays perdait au moins 5 milliards de dollars américains. Oui. À cause justement de la fraude fiscale. Vous, en tant que fiscaliste, puisque vous nous avez parlé ici, voilà, il faut renforcer tout ce que vous venez de citer ici. Vous, en tant que fiscaliste, comment faire? Mais il faut qu'il y ait des sanctions. Comment faire pour arrêter l'hémorragie, cette hémorragie? Pour arrêter l'hémorragie, je l'ai dit, je reprends une fois de plus encore, les renforcements des mesures surtout répressives et les contrôles. C'est ça. Mais ces mesures existent déjà. Ces mesures existent, mais d'une manière superficielle. Donc l'application fait défaut. Oui, l'application fait défaut. Mais quel est alors, pour vous, donc vous pensez que les institutions habilitées pour imposer les contrôles ne font pas leur travail, ne font pas bien leur travail? Mais souvent, les gens qu'on envoie sur le terrain, s'ils ne sont pas bien motivés, peuvent faire le travail, seront corrompus. Moi, je pense que c'est ça. Donc c'est ce qui est à la base, n'est-ce pas? Oui, il faut bien payer les agents chargés à faire leur travail. Certainement, c'est par cette question qui boucle notre émission. Mais un dernier mot, ça sera votre mot d'ailleurs, pour faire la globalisation du système fiscal congolais, tout ce que nous avons dit ici, et qui doit retenir la population. Que dites-vous comme dernier mot? Dernier mot, c'est d'inculquer le civisme fiscal au Congolais et de renforcer les contrôles avec les mesures répressives. Alors, c'est vrai, c'est votre dernier mot, mais on a bien parlé ici, vous avez dit que voilà, on a trop d'impôts, etc. Alors, on aimerait bien savoir, comment on peut appréhender ou comment on peut concevoir les concepts qu'on appelle double imposition. Quand est-ce que l'on parle de la double imposition? On ne peut pas quand même clôturer l'émission sans pour autant faire référence à la double imposition. La double imposition, c'est le fait qu'une personne est imposée plusieurs fois. Le mot double, même si vous payez 10 impôts, 3 impôts, 4 impôts, on appelle ça double. Donc le système fiscal congolais fait face à ces phénomènes de double imposition? Oui, double imposition, c'est-à-dire il y a deux sortes de double imposition. Il y a la double imposition internationale et la double imposition locale. Quand on parle de double imposition internationale, la meilleure façon d'arrêter la double imposition internationale, c'est la signature de conventions fiscales internationales. Mais au niveau de la double imposition locale, c'est le renforcement des mesures préventives et répressives. Mais pourtant, la loi elle-même, elle contredit, pas contredire, mais la loi elle-même, elle interdit la double imposition. Oui, la double imposition, c'est... Alors comment elle peut en même temps ne pas accepter la double imposition, mais de l'autre côté, accepter la double imposition, c'est contradictoire. Là, c'était le débit. Le débit a été mal, on a débité mal parce que la double imposition, ça bloque l'élargissement de l'assiette fiscale. Et c'est là aussi à la base de la fraude. Donc on dira de manière... on impose 2 fois à une seule personne. De manière théorique, elle n'accepte pas la double imposition, mais sur place, il y a la pratique de la double imposition s'impose. Oui, ça pose par exemple la matière de la TVA, l'importation et les droits d'accise. Les deux sont des impôts indirects.
les droits d'accise frappent les produits de consommation, la TVA aussi frappe les produits de consommation. Au moment où il y avait les droits de douane, les droits d'accise, on vient d'instaurer aussi la TVA à l'importation. C'est une double imposition. Les procédés de l'administration fiscale dépendent des régies financières. Il y a une procédure pour la DGI, procédure pour la DGDA, procédure pour la DGRAD, pour les administrations du pouvoir central, et une autre procédure pour l'administration des provinces, comme en Kinshasa, c'est DGRK. Chaque administration a sa façon de percevoir les impôts. C'est ce qu'on appelle procédure. Mais en France, on appelle cette direction des impôts. Pour participer à la maximisation des recettes, c'est bien, il faut renforcer les contrôles avec ce système. Mais ça embrouille les opérateurs économiques au moment où il a des faits. Parce que je vous ai dit au début que la fiscalité intervient 4 fois. Pendant la création, on paie la taxe administrative au niveau de la DGRAD qui gère 4 recettes. Les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation. Pendant le fonctionnement des impôts majeurs, la TVA et l'IBP, l'impôt sur les bénéfices et profits. Pendant la transformation, souvent c'est l'impôt mobilier, parce que l'entreprise peut se transformer. Pendant la dissolution, on paye les bonus de liquidation en RDC. Hier, on ne paye pas, parce que les bonus de liquidation, quand l'entreprise tombe en faillite, souvent on ne paye pas l'impôt ailleurs, mais en RDC, on n'a pas confiance aux contribuables congolais. Parfois, il est en faillite, mais il n'est pas en faillite. On paye un petit qu'on appelle le bonus de liquidation. Le fait de le faire, cette façon-là, c'est compliqué. Léonard Ndombi, il est plaisir et nôtre de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était Les Diagnostics, une émission et magazine qui étudie les défaillances, les systèmes, les institutions et autres. Nous avons aujourd'hui diagnostiqué le système fiscal congolais, les secteurs informels, les faiblesses, mais aussi nous avons énuméré quelques pistes de solutions pour maximiser les recettes, pour canaliser les recettes ou bien pour faire en sorte que l'impôt et les taxes soient quelque chose qui devait être une obligation pour tout Congolais. Le rendez-vous au prochain numéro avec un autre invité. Merci.